Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Nous sommes ici pour un discuter entre les dés. Nous sommes à l'épisode 26 et nous ne comptons pas la revue de l'année, là. Je dirais que c'était exceptionnel. Donc 26 de retour. Nous avons pris une petite pause après Noël. Nous nous sommes permis quand même. On a été assez réguliers dans les derniers mois et on revient en force en ce mois de février. Et dans mon refuge de sorcière, dans ma marmite, j'ai mis plusieurs ingrédients aphrodisiaques pour créer un beau filtre d'amour, puisque nous allons parler de relations amoureuses dans le jeu de rôle ce soir, sous la thématique de la Saint-Valentin. Et autour de ma table, j'invite donc Kim et Allô? Félix-Antoine. Bonsoir à vous Allô? deux. Bonsoir, bonsoir. Pendant un moment, j'ai Vous quand allez même bien? eu peur. Oui, j'ai eu peur que tu dises que moi et Félix, on était dans ta marmite. Puis là, quand tu as commencé à parler de choses aphrodisiaques, j'étais comme là, je suis pas à l'aise. Oui, t'es invité pour ce genre de show. Ouais. C'est correct parce qu'on va quand même aborder le malaise, en fait, Ouais. par rapport à, du Ouais, tout moins, à fait. certains malaises qui peuvent être engendrés par justement inclure des relations amoureuses, sexuelles et compagnie dans le jeu de rôle. Et justement, j'avais envie qu'on en parle pour des raisons assez spécifiques. Ben, pourquoi nous tenions justement à traiter de cette question-là? D'une part, parce que c'est conceptuel, nous sommes en février, mois dans lequel s'inscrit la Saint-Valentin, et d'une autre part, parce que je considère, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, ça va être le moment justement d'en débattre si c'est le cas, qu'on n'en parle pas assez en fait. Il y a un malaise justement autour de la possibilité de simuler ou d'incarner l'amour dans le jeu de rôle. Et je trouvais ça intéressant de tenter de comprendre d'où vient cet embarras-là, cette angoisse, en quoi ce sujet est tabou dans le jeu de rôle ou pas. J'imagine que ça dépend de chaque joueur, mais moi, j'ai cette impression-là. Donc, pourquoi on a cette facilité à trucider des gens, à virer dans la cruauté, voire à certains moments dans le sadisme, dans nos parties de jeu de rôle, alors qu'on est incapable ou très peu à l'aise de jouer le flirt, l'intrigue sentimentale, l'engagement, parce que ça peut prendre toutes sortes de formes. Donc, j'espère que cette conversation-là va nous permettre de décortiquer en fait ce grand mystère-là. Mais je ne sais pas si vous aussi, vous considérez qu'on n'en parle pas assez, que c'est un tabou. C'est quoi un peu votre impression? Pourquoi vous teniez à participer à cette discussion? Mais je pense effectivement, en tout cas de mon expérience personnelle, que c'est pas quelque chose de fréquent, du moins dans mes parties. Puis je pense que c'est intéressant d'intégrer ou de faire cette réflexion-là, d'intégrer des relations amoureuses dans nos parties parce que, puis on s'entend, là, c'est pas tout le monde, faites-le, là. Faites ce que vous êtes à l'aise de faire, là, puis on n'est pas là pour vous tordre un bras pour que vous ayez des relations amoureuses partout. Mais si on parle de développement de personnage, j'ai l'impression que les moments d'intimité, c'est probablement les moments qui permettent le plus d'avoir une petite fenêtre sur l'âme de notre personnage. Euh, Puis, on s'entend, ça peut être par une relation d'amitié profonde qui est intime, mais les relations amoureuses donnent cette option-là de vulnérabilité qui nous permet justement de montrer une autre facette de notre personnage qui n'est pas celle de l'aventurier courageux. Euh, Puis je pense aussi, un peu comme tu as dit, là, on est capable de violence quand même. Je suis la première qui aime se tirer des flèches dans les yeux. Là. On est capable de violence, mais... Puis ça, c'est un thème que c'est tout le temps un no-no, là, que je ne veux pas que soit abordé à ma table, mais je sais que ça se fait autour de certaines tables où on va aborder le viol de guerre, qui est quelque chose Ouais. d'extrêmement violent, on s'entend, mais parler d'une relation amoureuse saine, une relation sexuelle saine, ouh là, on n'est pas à l'aise. Oh, non, mais Ah là, ouais. non, mais oh, on n'est pas à l'aise. Fait que je pense que c'est intéressant d'intégrer l'amour de manière positive aussi dans nos parties. Que ce soit pas juste de la violence tout le temps. Fait que voilà. Hmm. Vulnérabilité, intimité, bon RP. Mm. Pour ma part, je pense que tu l'as abordé vers la fin de ce que tu disais, Kim. Tu sais, à mon avis, pour tout ce qui touche relation amoureuse, je pense qu'il y a quand même une notion importante qui est le consentement avec laquelle tout le monde doit être bien à l'aise. Il y a des joueurs qui doivent, autour de la table, se positionner par rapport avec ce avec quoi ils sont game de jouer. Et parfois, il y a peut-être des gens qui jouent du jeu de rôle pour s'évader un peu de, justement,
la vie amoureuse au quotidien, j'ai l'impression que la vie amoureuse, notre vie, celle qu'on pourrait insuffler dans notre personnage, ça vient de quelque chose, c'est notre petit jardin secret. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas à l'aise de jouer là-dedans aussi. Et c'est ça. Fait que, tu sais, il faut voir le consentement, oui, par rapport à ce que tu mentionnais, Kim, tu sais, tout à fait important. là, C'est ça dans quoi les joueurs sont game de s'embarquer. Mais, je sais pas, moi, c'est pas tous mes personnages ou tous mes groupes de joueurs avec lesquels je serais comme, ouais, je développerais des sentiments amoureux. C'est plus facile, comme tu dis, de tomber dans des sentiers battus. Mais, je trouve que c'est une arme puissante pour les maîtres du jeu, en fait. De surprendre avec tout autant un monstre que d'un personnage qui est attachant. Puis aussi, comme ce que j'aime, c'est dans ce que tu dis, c'est que ça dépend c'est qui les joueurs autour de la table. Mhm. Il y a des C'est gens vrai. avec qui on pourrait se sentir beaucoup plus à l'aise de faire ça, justement. Puis avec d'autres, ben, tu le sais d'emblée que, mettons, en tant que maître de jeu, tu ne vas pas offrir cette opportunité-là parce que ça ne sera pas bien reçu ou Mhm. que tu sais que la personne ne va pas, justement, se lancer sur la perche que tu lui tends. Donc, je pense que c'est important de savoir avec qui on joue puis d'être à l'aise de le faire avec les gens autour de la table. Puis, tu es rendu à un certain niveau quand ça fait longtemps qu'on joue avec les gens. C'est assez facile euh, de saisir si ça peut fonctionner ou pas. Tu sais. Mhm. Mais l'idée de surprise est intéressante aussi. C'est juste, il faut que ça soit une surprise agréable parce que parfois, ça peut rendre extrêmement timide là, Ben, également tout là, à de se fait. voir mettre devant Mm. le fait comme ça. Tu sais. Mm. Mm. Juste, Et juste. Non, vas-y. ben, juste rencontrer des gens qui, de bonne volonté. Tu sais, Mhm. qu'un NPC tombe amoureux d'un joueur. Je Mhm. sais pas, c'est à l'encontre souvent de du naturel, du dynamique des conversations puis des relations interpersonnelles avec des personnages de joueurs, parce que c'est sûr, ils veulent me donner une quête ou m'attaquer. Mais, tu C'est sais, ça. juste quelqu'un de bon, c'est déjà rare. Fait en tout cas, ouais. Il essaie de me charmer, il doit avoir anguille sous Ouais, roche. exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, on s'en méfie en plus. Mais ça me fait un peu rire parce que tu vois, moi, en tant que maître de jeu pour mes parties en présentiel, c'est souvent l'inverse qui arrive. Je mets des NPC, puis comme c'est des NPC un peu out of nowhere, tous les joueurs tombent amoureux de mes NPC. Comme Oh, ils veulent automatiquement avoir des relations amoureuses avec tous les NPC que je mets. wow. Oui, oui, vraiment. Là. Puis parfois, je suis comme, oui, mais c'est pas ça. Là. On n'a pas besoin de ça, mais non, ils vont s'acharner. Fait que là, c'est moi qui se retrouve un peu prise au dépourvu là, par Mais tu moment, Mhm. sais, là, alors que c'était censé être des personnages qui allaient rester 10 minutes, là. Puis là, finalement, ils traînent, puis ils font quasiment partie du groupe parce que comme Ouais, je veux aussi nourrir mes joueurs, mais tu sais, des fois, je suis comme, mais tu sais, quoi? Félix, avoue que Craig, t'aurais le goût, là. ben oui, mais tu sais, c'est ce que j'allais mentionner aussi. Je pense que, tu sais, on parle d'amour ici, puis on pense souvent, tu sais, à l'amour très Saint-Valentin, là, mais tu sais, il y a des Mhm. formes d'amitié très puissantes aussi Mhm. qui sont Ouais. sur ce spectre-là. Là. Mais oui, Craig, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé dans la forêt des possibles. C'est comme tu as créé un personnage, puis là, on a vécu nos premiers moments dans l'école de sorcellerie avec lui. Tu sais, c'est sûr que le gars, il allait juste rester avec nous, puis ouais, peut-être, je sais pas. On verra bien comment Craig, ça évolue avec Molly, mais ouais. Saison 2. Soyez à Hum. l'écoute. Ouais. Mais justement, vous, est-ce que vous avez déjà joué des personnages qui entretenaient une idylle dans le cadre d'un jeu de rôle ou est-ce que vous avez écouté, assisté à une partie dans laquelle c'était le cas? Puis peut-être juste expliquer un peu le contexte. Est-ce que vous étiez seulement témoin? Est-ce que vous étiez maître de jeu, joueur, joueuse? Est-ce que c'était une relation qui était entre personnage joueur et un autre personnage joueur ou justement entre un personnage joueur et non joueur? Donc, c'est quoi un peu vos expériences par rapport à ça, que ce soit en tant qu'observateur ou en tant que joueur? Ou maître de jeu. Je te laisserai commencer, Félix. Ben, j'en ai vécu quelques-unes. Je pense qu'il y en a une qui n'est pas disponible sur Go Critique, en fait, j'en suis certain. C'était dans une game autour d'une table avec toujours les mêmes personnes, des gens que je connais très bien et que j'aime beaucoup aussi. Fait que c'était facile avec eux d'explorer ce genre de dynamique-là. Et c'était un amour impossible. En fait, j'étais un dur à cuire vétéran de la guerre templier au jeu Dead Genesis. Là. Fait que je me promène avec ma grosse épée puis je tue des mutants. Et j'ai rencontré quelqu'un qui vivait seul dans une forêt, un chasseur. Puis j'ai été obligé de me loger avec lui à cause des intempéries. Puis juste, ça n'a jamais été abordé dans la game, à proprement parler. Mais c'était une de mes expériences en tant que joueur, ma première dans laquelle j'avais vécu une relation amoureuse. Comme parce qu'il y a eu un downtime dans le jeu, puis mon personnage est juste parti de là-bas. Donc, ça s'était impliqué que les deux étaient amoureux, qui avaient passé ce temps-là ensemble. Mais j'ai trouvé ça cool qu'avec le DM, puisque le personnage, c'est un vieux templier qui n'est pas supposé passer la nuit avec personne, Mhm. euh, ça n'avait pas été joué.
Ça n'avait pas été parlé. Le fait de ne pas en parler, c'était le jouer. J'ai trouvé ça chapeau bas au DM. C'était une belle complicité. Mais en tant que DM aussi, j'ai été très poche pour proposer des relations amoureuses. Et c'était au début, avec mes premiers joueurs qui voulaient s'amouracher des NPC. Là. Parce que dans le fond, tu peux faire n'importe quoi. Fait que si dans la vie, t'es pas de genre à croiser quelqu'un, puis t'as un bon charisme dans un jeu de D&D, let's go, tu vas t'essayer avec ton personnage. Et tous les personnages... C'est souvent maladroit, mais... Ouais, tout à fait. Et très, très mal joué. Mais moi, tous mes personnages étaient beaucoup trop willing. Là. Il n'y avait aucune retenue, puis j'étais comme, ouais, non, en y pensant bien, ça n'a aucun sens. Là. Fait que, puis même les joueurs étaient comme un peu comme, tabarnak, je peux bien croire que j'ai plus 3, là, mais. Fait que, C'est un monde fantastique. ouais. Mais j'ai trouvé ça cool parce que ça nous a amené à explorer des choses que justement on aborde moins, mais dans lesquelles aussi on a pu injecter des mécaniques. T'sais. En fonction des jets de charisme puis de la relation qui se développait entre les deux, il y avait la possibilité d'escompte au magasin général, puis de. Mais c'est ça. Voilà. Et vous? Oui, moi, j'ai pas joué beaucoup de parties où je développais des longues relations amoureuses, là, on s'entend. Dans une partie maison avec des amis, j'avais un personnage, une Goliath barbare, Menti de son petit nom, qui profitait des plaisirs de la vie, je veux dire, abondamment et sans aucun embarras. C'est comme vivons pleinement maintenant. Là. Et je crois que, on s'entend, mon groupe maison, c'est avec 3 autres garçons, là, et que les 3 garçons autour de la table ne savaient pas trop comment gérer la chose. Qu'il y a un personnage qui était juste pas gêné d'aller dans un bar puis de cruiser. Ben, tu sais, parce que je le jouais même pas tant que ça. Je jouais pas pour cruiser, j'étais juste pas gênée, tu sais. Puis, il y avait absolument rien d'osé, là. C'était même pas PG-13, notre affaire, là. C'était en tout cas, cet aspect-là, du moins. Mais juste l'idée de flirter avec un NPC, le NPC est un coureur de ces dames notoires, j'ai senti, dans le fond, on a fini la soirée sur un beau Fade to Black, là, mais j'ai senti du DM, là, comment je gère ça, tu sais, puis le petit malaise, probablement pas aussi parce que je suis la seule fille autour de la table. Il y a le double standard, là, quand même. C'est ça. Fait que moi, je trouvais ça très rigolo parce que moi, les malaises me font rire et j'aime ça rendre le monde mal à l'aise comme ça. Mais ça a aussi clairement envoyé le message de il n'y aura pas de relation amoureuse dans cette quête-là ou dans les campagnes avec ce groupe-là. En tout cas, clairement pas cette game-là. Puis comme mes parties maison sont principalement avec ce groupe d'amis-là, ben on s'entend, c'est jamais quelque chose que j'ai exploré. Par contre, dans les parties que j'écoute, je dirais que ça arrive quand même fréquemment. Si on pense à chaque saison de Critical Role, je pense pas que ça soit un grand spoiler, là, mais il y a tout le temps des relations amoureuses qui se développent. Dans la saison 1, ils ont probablement toutes eu des relations amoureuses. Dans la saison 2, c'est fréquent aussi. Là, la moitié de la gang a fini en relation amoureuse. La saison 3, je pourrais pas dire encore, mais c'est très fréquent. De Ellie by Night aussi, de la chaîne de World of Darkness, une série de vampires. Il y a aussi cet aspect-là qui a été abordé, mais quand même avec beaucoup de délicatesse. Là, la douleur de se séparer de quelqu'un pour son bien quand on devient un vampire. Est-ce qu'on devrait maintenir une relation avec un vivant en le mettant en danger? Les relations qui se développent dans la non-vie en essayant de s'accrocher à l'humanité. Fait que je trouve qu'il y a plein de beaux aspects à développer, même dans la Kids on Broom de Dimension 20, il y avait les jeunes ados là, qui développaient leur première petite relation, que je trouvais ça super cute aussi. Fait que je pense qu'il y a plein de beaux modèles sur comment aborder ces aspects-là du jeu de rôle, mais j'en vois très peu, je dirais, autour de ma table, puis peut-être dans l'univers francophone, je dirais même jusqu'à dire. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, là, tu parles aussi de 2, mettons, Vampire puis Kids on Brooms. Je trouve que c'est 2 jeux qui offrent des narratives qui, je crois, facilitent ce genre d'accessibilité aux relations, notamment Kids on Brooms. C'est sûr que dans les 7 années que vous allez vivre vos premiers amours. Là, évidemment, vous pourriez être aromantique ou asexuel, c'est correct aussi, mais je veux dire, sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir un coup de
foudre Un pour petit crush, là, c'est quelqu'un, vous ça. allez donner un bec à quelqu'un, je veux dire, c'est quasiment inévitable. Puis on s'entend que l'univers des vampires, il y a quand même beaucoup le mot sensuel souvent à côté au mot vampire, donc ça va de pair. Donc je pense que c'est aussi plus euh, enclin à Mhm. faciliter justement les relations amoureuses que Donjons et Dragons, par exemple, Ouais. justement. Mais j'avais une question avant de répondre également moi-même. Kim, est-ce que après justement la partie avec tes amis, tu as déjà abordé ça? Est-ce que tu as déjà mentionné comme pourquoi vous n'êtes pas à l'aise ou essayé de comprendre ou tu as juste dit ah tant pis, ça n'a pas fonctionné, j'essaie plus? Euh, je l'ai pas abordé, mais OK. on s'entend, c'est des amis proches, là. C'est de très, Mhm. très bons amis, là. Puis, là, c'est moi qui est taquine. Mais la partie suivante, Nancy a pas changé, là. Fait Ouais. elle cruisait encore le gars. Puis la partie suivante, elle cruisait quelqu'un d'autre. Fait que, Mhm. en fait, Kim s'amusait avec le DM qui était comme, tu sais, Ouais. qui était comme, comment je gère ça? Puis moi, je trouvais ça drôle, tu sais, mais ça n'a jamais été fait avec Mhm. méchanceté, puis dans le Mhm. désir de rentrer l'autre Ben mal. oui. Si seulement je sentais qu'il était vraiment pas à l'aise, j'aurais Ouais, arrêté. ouais. Non, non, tu connais les limites justement parce que tu le C'est connais bien. ça, tu sais, c'est ça. Ouais, C'est Mhm. parce que c'est mon type d'humour avec mes amis, puis ouais. ils m'écœurent amplement à leur tour, là. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je l'ai pas abordé juste parce que je pense que ce petit malaise-là, c'était pas une grosse affaire, là, mais le petit malaise m'amusait encore plus que de développer cet aspect-là de mon personnage. Ouais. Hmm. Excellent. Ben moi, mis à part, c'est ça, tous mes joueurs et joueuses qui s'amouragent de mes NPC à tout vent. Moi, j'ai joué un personnage qui était principalement basé sur son charme et sa beauté. Il s'agit d'Éléonore Darcy dans la Mhm. feu campagne L'Hydre Noir sur la chaîne Don't Start Tout ça. Puis à la base, j'étais quand même assez frileuse là, d'inclure ce genre de protagoniste-là dans une campagne, surtout une campagne qui est diffusée. Tu sais, Kim, tu parlais justement des chaînes que tu écoutes. Ce sont des chaînes qui font du spectacle. Fait que je Ouais. pense d'autant plus que ça se prête à ce genre de narrative qu'autour d'une table, même si pour moi, les deux sont aussi légitimes. J'ai l'impression que d'en faire un show, je pense que les gens en général aiment ça, voir des gens s'aimer. C'est assez logique. Fait que je pense aussi que c'est un des facteurs qui contribue à ce qu'on en écoute de gens professionnels, disons ça entre guillemets. Mais moi, au contraire, justement, le fait que c'était diffusé, ça me rendait un peu nerveuse. Puis, j'avais jamais joué ce genre de rôle-là auparavant. Donc, j'avais aucune idée de ça serait quoi la réception, en fait, puisque Mhm. j'en avais pas vraiment vu non plus. Et je voulais pas que le personnage soit unidimensionnel, que ça soit juste ça. T'sais, parce que je pense qu'il y a de ces bardes qui ne servent qu'à justement charmer puis cruiser d'un bord puis de l'autre. On en a vu, on en voit encore. Puis je voulais pas que ça soit ça et ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, c'était pas une barde, c'était une artificière, c'était une soldate et une femme fatale. T'sais, elle avait plusieurs cordes à son arc et finalement, j'ai adoré jouer ce rôle-là. Je pense que c'est le rôle dans lequel j'ai été le plus à l'aise de jouer. Je sais pas pourquoi j'avais cette facilité à l'incarner. Je me considère pas nécessairement comme une grande séductrice dans la vie, là. Mais je sais pas, c'était facile pour moi. On dirait que ça coulait, c'était naturel. Puis probablement que justement, c'est que ce personnage-là me donnait tellement une grande liberté. Elle avait une frivolité qui était inarrêtable là, et qui immanquablement créait de nombreuses opportunités narratives, d'autant plus qu'elle était ouverte à presque tout, là. Donc, c'est Mhm. sûr que quand tu as un personnage qui dit oui, puis qui avance, puis en fait, qui sait justement quand elle dit oui, puis quand elle veut dire non, c'est super facile à incarner de cette façon-là. Donc, vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Ce personnage-là me manque sincèrement. Là. C'est un des personnages que j'ai le plus aimé jouer. Puis, il y avait aussi une narrative qui mettait ça de l'avant et qui pouvait m'aider justement à la jouer de façon à ce que je me sente à l'aise et dans un environnement assez sécuritaire, là. Mhm. Donc, voilà pour ça. Et euh, donc, et lorsque vous avez vu ou écouté ou joué, justement, c'était quoi la lecture que vous en avez fait? Est-ce que parfois vous étiez un peu mal à l'aise avec ce que vous avez vu? Est-ce que au contraire, vous étiez comme oh wow, finalement, je pourrais m'inspirer de ça? Est-ce que vous avez entendu des gens dire, par exemple, qu'ils avaient vu de ces relations dans les jeux de rôle et qu'eux avaient été mal à l'aise ou au contraire qu'ils avaient trouvé ça très bien? C'est quoi le pouls que vous avez eu en tant qu'observateur ou en tant que joueur de ce qu'on pourrait considérer comme un malaise ou au contraire quelque chose qu'il faudrait davantage exploiter?
Ben, en fait, il y a beaucoup de chaînes qui publient qu'il y a des couples de joueuses et joueurs, joueurs et joueurs, joueuses et joueuses Mhm. autour de la table. Euh, les, les cas que j'ai vus qui étaient le plus, tout le monde était content, une belle réception de la communauté, c'est quand c'était souvent ces joueurs-là qui développaient un idylle entre leurs personnages. Tantôt, tu mentionnais Critical Role, mais plein d'autres chaînes qui ont eu des, Mhm. des bébés de stream, là, tu sais, aussi des joueuses qui sont enceintes, qui accueillent un enfant, les familles qui se développent parce que c'est long des campagnes, là. Mhm. Mais je pense que, tu sais, on l'aborde à plusieurs reprises, mais à mon avis, la fondation principale pour pouvoir développer des quêtes amoureuses ou des amours, des chapitres amoureux entre des personnages ou personnages et joueurs dans une partie de jeu de rôle, c'est que tout le monde est à l'aise et d'accord avec ça. Mhm. Puis, Mhm. ce pourquoi je trouve ça d'autant plus important, c'est que ça force un peu DM joueurs et joueurs et joueurs à avoir la conversation entre eux. Puis après ça, tu es capable de savoir qui est willing, qui peut peut-être développer des personnages avec ça. Tu sais, combien il y a de personnages qui commencent leur aventure dans des jeux de rôle puis qu'on parle pas de leurs parents, ni de leur famille, ni d'où ils viennent, tu sais. Puis ça, là, c'est les plus grandes relations d'amour aussi, là. Mhm. Mhm. Compliquées souvent parce qu'ils ont de l'historique, là. Fait que Ouais. je pense que les cas où j'ai vu qu'il y avait le plus de succès, pour revenir à ta question initiale, c'est ceux où justement, soit il y avait de l'historique entre les joueurs. Kim, toi et ton DM, bon, on l'a pas vu, mais ça pouvait être drôle à voir aussi parce qu'il y a de l'historique entre les joueurs en tant que DM et joueur. Mais d'avoir un cast qui est amoureux pour vrai autour d'une table de jeu de rôle, c'est sûr que, tu Mhm. sais, ça peut souvent créer que des exploits. Voilà. Euh, Ça aide à l'authenticité, ça, c'est ben sûr, là. oui, C'est sûr. Exact. assurément, tu sais. Euh, Tu sais, je parlerai pas mon l'expérience avec mon DM qui était plus cocasse qu'autre chose, là. Euh, Puis parce que le reste de mes expériences sont pas particulièrement développées dans mes parties maison. Mais quand je vois des relations amoureuses se développer dans une partie de jeu de rôle, ce que je vois avant tout, je dirais que c'est la sincère relation de complicité entre les joueurs. Que Mhm. ça soit un vrai couple dans la vie ou que ça soit des amis. Euh, Tu sais, c'est cette espèce de complicité-là que je vois avant tout, que j'aime voir aussi. Puis la plupart du temps aussi, c'est que les premiers pas amoureux dans l'histoire se font graduellement. Mhm. Par exemple, là, je vais absolument dire n'importe quoi, là, mais imaginez Shanta parler avec Makila de Hey, comment ça va? Puis là, Makila a dit Hey, non, mais Alphonse, tu sais, il est cute, penses-tu que je serais intéressée? Tu sais, des fois, ça se fait, tu sais, on s'entend, ça se fait des fois des discussions, pas avec l'autre joueur qui pourrait ou non être impliqué, mais tu sais, euh, Ouais, ouais. des discussions de Ah, mais là, je sais pas, est-ce que je devrais pas? Mais là, c'est peut-être juste une amourette, là, puis fait que, tu sais, il y a ces discussions-là aussi de vulnérabilité, Mhm. de je veux pas scraper une relation qui va bien, puis ça aussi, c'est de l'exploration de personnage, là, qui est Mais oui. est-ce que je vais jouer cette vulnérabilité-là ou pas? Puis je pense que ça permet de faire grandir notre personnage. Puis après ça, ben, l'autre qui est autour de la table, il entend cette discussion-là, puis est-ce qu'il prend la perche ou pas éventuellement? Mais, tu sais, toutes les relations, c'est pas supposé obligé d'être de même, puis OK, on est un Mhm. couple maintenant, là, c'est comme, c'est graduel, puis c'est des attentions, puis c'est un paquet de petits détails qui fait qu'éventuellement, la relation se grandit, puis que les limites se découvrent aussi entre joueurs. De dire, ouais, ça, Mhm. OK. Tu sais, puis là, tu le sens quand l'autre, parce que tu es là, écoute, tu sens que quand il y a un échange, puis que l'autre, il a l'air de bloquer un peu, tu n'insistes pas. Puis je pense en tant que joueur aussi, on se découvre en jouant avec Mais les oui. autres, qu'est-ce qu'on est à l'aise, qu'est-ce qu'on n'est pas à l'aise. Fait que je pense que c'est le beau, puis c'est ce qui ressemble à une vraie relation amoureuse, là. C'est comme, au début, tu dis, ah oui, ok, ça pourrait être le fun. Puis tu fais comme, ah, finalement, j'ai peut-être peur, je vais backtracker un peu, puis ah non, ok, finalement, c'est cool, tu Ouais. sais. Puis Mhm. cette allée-là, c'est le fun, tu sais. Puis c'est ça. Je pense qu'il y a une idée de. Puis ce que j'aime, c'est quand je vois que c'est graduel, puis tu as l'impression, en tant que spectateur aussi, ou quand tu es l'autre personne autour de la table qui voit ça arriver, tu sais, là, juste les expressions anglaises qui me viennent en tête à ce soir, là. Mais tu sais, tu veux prendre, là, tu sais, root for you, là, tu sais, je suis là, puis j'espère que ça va marcher, puis parce que je t'investis Mhm. dans l'histoire qui grandit devant mes yeux. Fait que je pense qu'il y a une idée, oui, de consentement, d'écoute, mais aussi de allons-y graduel, tu sais, c'est pas Ouais. Mhm. tout ou rien tout le temps, là.
Oui, tout à fait. Puis il y a cette idée de prise de risque là, aussi qui fait partie du jeu de rôle, là, finalement, Ben oui. de se lancer en n'étant pas trop sûr de savoir être quoi le résultat. C'est aussi ça de tomber en amour, là. C'est Je veux ça. Ben dire, oui, tu, tu, exact. tu sais pas comment ça va aller. Puis j'ai lu un article justement pour me préparer à la conversation. Là. On mettra le lien dans la discussion. Puis je veux dire, je suis tombée dessus en tapant sur Google, qui s'appelle Outsider Art Blog. Et l'article s'appelle La romance en jeu de rôle. Et justement, il parlait de souvent, quand on parle du jeu de rôle, ben, de l'amour en fait en jeu de rôle, on pense automatiquement au flirt puis aux relations sexuelles. Mhm. Comme pas nécessairement à Mhm. l'engagement, au Ouais. fait de faire la cour et que ça prenne du temps et qu'après aussi, il faut que tu l'entretiennes, cette Mhm. relation-là. Là. C'est pas parce que là, vous avez décidé que vous êtes ensemble que pour le reste de la campagne, vous allez être ensemble. Il y a des choses qui vont arriver, notamment de la violence. Donc, je veux dire, il y a cette idée de savoir dans quoi aussi tes joueurs sont prêts à s'embarquer. Est-ce qu'ils sont juste là pour le One Night Flirt Bard ou au contraire, eux, ils voudraient justement avoir cette romance-là qui perdure, qui prend du temps. Donc, je pense que c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en considération. Tu sais, vous avez parlé de, évidemment, tout ce qui est consensuel avec le DM. C'est ce qui a fait en sorte que moi, mon expérience avec Ludo, pour le dire, puisque c'était mon DM à ce moment-là, a été super bonne parce que dès le début, quand je lui ai envoyé mon personnage en lui disant ben voici ce que je veux faire, tout de suite, il m'a posé plein de questions. Est-ce que tu es à l'aise que telle chose arrive? Est-ce que ça te dérangerait si on fait ça? Donc, tu sais, Hmm. vraiment, on avait mis plein de bases, de limites qui ont été respectées tout au long. Fait ça a juste coulé par la suite. Puis les autres joueurs aussi étaient au courant de ce qui allait se passer. Puis c'est jamais rien passé entre moi, joueuse, et d'autres personnages joueurs. Ça a toujours été avec des NPC, mais Mhm. justement parce que je sentais que les autres personnages joueurs, eux, étaient moins dans cette tendance-là. Fait que Ludo en donnait, mais avec les NPC. Mais parfois, j'ai entendu certaines personnes dire que, par exemple, ça les mettait mal à l'aise, qu'ils trouvaient que la limite, en fait, entre le joueur et le personnage, c'était parfois flou. Hmm. Puis ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que, tu sais, tout à l'heure, on disait ça montre justement la belle complicité et tout ça. Des fois, tu sais, on le sait, puis c'est probablement arrivé à tous les joueurs et toutes les joueuses, il y a des choses qu'on prend personnelles alors qu'on Ouais. joue des personnages. Fait Ben oui. qu'au niveau de Mhm. la relation amoureuse, justement, est-ce que parfois il n'y a pas des gens qui sont comme moi, mais là, es-tu vraiment en train de me cruiser ou c'est son personnage? Tu sais, puis je pense que parfois, effectivement, il y a peut-être des gens qui s'imaginent, mais parfois, c'est peut-être réellement le cas. Peut-être que la limite, elle n'est pas si claire que ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça peut être un des facteurs qui contribue à ce que les gens se retiennent ou ne prennent pas le risque, justement? Hmm. Mais je pense que et là, vous allez voir la formation de sociologue, pas sociologue, mais de psychologue ressortir de moi, là. Tu sais, je pense que tuer des gens à coups de marteau de guerre, là, il y a quelque chose de 100% imaginaire là-dedans. En tout cas, j'espère. Tu sais, que pour toutes vous autres, c'est comme juste imaginaire. Euh, Ouais. la violence, même si c'est exutoire, on s'entend, c'est dans un monde totalement détaché de nous. Tu sais, j'arrête pas de... Tu sais, ça fait longtemps, c'est quasiment un classique move pour moi, de tirer des flèches dans les yeux des méchants, là. Puis Dieu sait que les yeux m'écœurent, mais c'est ça, il y a quelque chose d'exutoire là-dedans. Puis sans vouloir justement tomber dans la psychanalyse psychopop, là, tu sais, il y a l'idée, bon, les pulsions de mort, les pulsions de vie, je pense que, puis les pulsions de vie, ça comprend tout ce qui est pulsion sexuelle, je pense qu'il y a de quoi qu'on est dans l'intensité. Quand on tue violemment, on est dans l'intensité, puis je pense que dans les relations amoureuses et peut-être sexuelles, il y a aussi une intensité qui est là. Et ultimement, je pense que les relations amoureuses, c'est beaucoup moins fictif. Parce que si je me promène pas avec un marteau de guerre à slugger tout le monde que je vois, mais dans ma vraie vie, il y a des relations amoureuses. Puis là, tout à coup, la ligne entre la fiction puis la réalité devient plus floue, l'imaginaire se mêle au monde réel. Puis si je flirte dans une partie, mais c'est comme si je révélais c'est plus Menti qui flirte, c'est comme Kim qui flirte avec, tu sais, les mots de Menti, mais c'est comme si c'était une partie de moi qui était mis là, tu sais, c'est comme si la limite entre le personnage et le joueur, pour certaines personnes, peut tomber floue, peut tomber comme, oh, c'est mal à l'aise parce que là, ça pourrait être moi, tu sais.
Donc, les comportements aussi extrêmes en termes de pulsion humaine, là, de mort et de vie, je pense que le malaise vient du voile entre la réalité et la fiction qui est beaucoup plus mince quand on parle des relations amoureuses et où justement on se dit, ben là, il a flirté avec moi, mais là, c'est avec moi qui flirtait ou c'est avec mon personnage? Puis là, il y a un malaise. Alors que si je tue le personnage de Félix, il sait que je le tue pas dans la vraie vie. Tu sais. Ouais, en tout cas, on verra. Je sais pas, je vais m'en remettre, Kim. Ah. Je pense qu'il y a quand même, pour revenir sur ta question, Marika, aussi une certaine responsabilité qui appartient au maître de jeu ou au Dungeon Master ou animateur ou, je sais pas trop, grande sorcière, qu'on avait dit, dans Kids on Brooms. Tous les titres sont bons. Responsable à table, un peu. Mhm. Parce que c'est souvent cette personne-là qui réunit les autres, ou à tout le moins, j'ai l'impression, moi, mon feeling, c'est qu'elle les accueille là, à sa table. Fait que quand ce genre de choses-là se passe ou se profile, il faut en parler. Mais il y a quand même aussi la notion de discrétion à travers tout ça. Il faut en parler de façon discrète parce que c'est pas toujours de nos affaires. Mais, mais c'est aussi parce que des fois, les limites des personnes ne veulent pas être partagées ni connues. Mhm. Tu sais pas comment ça va. Si cette personne-là a réellement une relation amoureuse de marde en ce moment à la maison, peut-être que ça ne tente pas là, de jouer les couples. Là, tu sais. Ou s'il n'y a pas des bonnes relations familiales, même affaire, tu sais, de créer des gros backstories, puis c'est ça. Mais je trouve ça drôle, par contre, de jouer dans ces jardins plus discrets-là, avec des joueurs qui sont consentants. J'ai eu une super bonne expérience où la sexualité était largement mise de l'avant, puisque les joueurs sont tombés dans le piège d'une succube. Donc, c'est son charme qui Mhm. faisait que cette dame était capable d'attirer dans les bois, malheureusement, les âmes égarées et en peine, et de s'en nourrir. Mais c'est ça. Puis les joueurs étaient super à l'aise, puis ça a été très cool. C'était tous des adultes consentants. On avait mis nos limites. Puis elle a utilisé de tous ses charmes. Et beaucoup des joueurs, ils ont succombé. Et c'était moi qui étais DM. Puis, tu sais, j'avais aucune relation personnelle qui était reliée à ces pulsions sexuelles-là avec les gens. Mais sachant tout le monde aussi que c'était fictif, c'est une Christie de belle bébête avec laquelle jouer aussi, Ouais. tu sais. On parlait de vampire. C'est sûr que si tu rencontres un vampire dans une aventure, à mon avis, il y a cette notion-là de animal instinctive qui est. Mais c'est la bête, c'est ça. Ben, c'est ça, exact. Fait que, mais je pense qu'il peut y avoir un malaise. Si c'est les limites de quelqu'un qui est le malaise, ben là, il faut arrêter. On peut pas jouer à Mhm. ça. Mais si c'est les limites de confortabilité d'un joueur, mais Ouais. qui sont à l'aise de le jouer, ça peut être cool d'essayer de créer ces pulsions-là. Mais le malaise, je pense, vient du fait que, en effet, ce qu'on voit, c'est du monde qui slice des monstres. Là. Fait que de devoir courtiser un NPC, un noble, pour pouvoir s'infiltrer dans la tour, c'est une Mhm. quest, là, tu sais. Ouais. Mm. Tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est ça Puis, que, excuse-moi, on que va je dire Kim. trouvais drôle quand, avec mon DM, tu sais, je disais que, ben non, j'en ai pas parlé après, plus le malaise, parce que c'est le genre de malaise, justement, que c'est pas une limite, mais bien un, Mhm. oh, mais là, tu sais, ça m'arrive pas d'habitude, mais comment je fais, tu sais, puis quand ça reste bon enfant comme ça, puis c'est juste comme, justement, t'explores des zones du jeu de rôle que tu dis, ouais, mais comment je réagis dans cette situation-là? C'est pas, je prends pas mon épée pour le frapper, là, c'est autre Mhm. chose. Fait que c'est intéressant. Puis, tu sais, on disait aussi tantôt, là, je pense que le courage, c'est oui, aller affronter un dragon, là, mais tu sais, jouer la vulnérabilité avec un autre joueur, Mhm. c'est aussi démontrer le courage de ton personnage, là. Fait que je pense que ça rend ça d'autant plus intéressant. Puis quand tu le perçois de même, c'est peut-être aussi peut-être moins malaisant parce que tu dis, non, non, tu sais, je joue toutes les facettes très courageuses de mon personnage en plusieurs aspects de sa vie, là. Mais oui, vas-y, Marika. Ben, en fait, j'allais rebondir un peu sur ce que tu dis. C'est que pour moi, ça, c'est plus du vrai courage dans le sens où le courage d'aller affronter justement une bête ou une créature, c'est banalisé maintenant là, dans le jeu de rôle, surtout médiéval fantastique. Tandis que d'entrer dans son intimité qui est très propre à chacun, notre manière d'aimer, de séduire, puis même si ce sont des personnages qui le font, on en a déjà parlé largement à discuter entre les dés, il y a souvent majoritairement une petite part de nous dans ces personnages-là. Donc, nécessairement, on est en train de dévoiler possiblement la façon dont on est romantique ou la façon dont on séduit les gens ou qu'est-ce qui nous séduit aussi. Donc, cette part de révéler, ben, OK, pour ce genre de truc-là, je craque. OK, donc, oui, le personnage craque, mais derrière tout ça, il y a aussi le joueur. Fait que je pense que c'est un peu de retirer son voile et c'est pour ça que c'est important de le faire avec des gens avec qui on est à l'aise de le faire. Donc, quand il y a un public,
qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y a cette idée que la lecture ne sera possiblement pas la même que ce qu'on veut finalement mettre de l'avant, parce qu'après, une fois que tu offres au monde, le monde interprète comme ils le veulent, là, cette façon-là de faire. Donc, voilà. Il nous reste une question. Avant la question poison, bien entendu. OK. Aujourd'hui, elle sera quand même douce, la question poison. C'est quand même Ouais. un sujet Ouais. d'amour. Est-ce que vous avez des trucs ou des astuces pour incorporer adéquatement cette notion dans un scénario ou dans une campagne? Vous en avez quand même parsemé là, quelques notions durant la discussion, mais certains que vous n'avez pas mentionné ou sur lesquels vous voudriez mettre plus d'emphase pour peut-être aider des gens qui auraient plus de difficultés à mettre de l'avant justement ce genre de possibilités narratives pour les joueurs. Parce qu'après tout, c'est un propulseur de narration, là, une relation amoureuse ou une relation de flirt ou sexuelle, parce que en fait, c'est la même, ça peut devenir une quest carrément, là, comme tu le disais, Félix, de jouer ça, tu sais. On en a beaucoup parlé, mais je pense que je le dirai jamais assez. Que dans le fond, c'est comme dans la vraie vie, là, je pense que la notion de consentement, c'est ce qui est essentiel là-dedans. On en a mentionné quelques-uns, là, que ce soit juste le DM qui parle à l'extérieur avec les joueurs. Les outils de sécurité émotionnelle, on s'entend que c'est une bonne piste, mais c'est pas obligé d'être tout le temps super formel avec un outil papier. Là. Ça peut être vraiment juste une bonne discussion, parler de ses limites. Moi, j'aime le principe de avoir les frontières puis les voiles. Là. Les frontières, c'est des choses qu'on n'aborde pas du tout. Puis le voile, c'est oui, je veux que ça arrive, mais tu sais, comme pas. Soit pas dans directement avec nous, mais on sait que ça arrive dans le monde, ou ben si ça arrive mon personnage, c'est justement un fade to black. Moi, j'étais super à l'aise au fait que Menti profite de la vie et couche avec qui elle veut quand elle veut, mais demande-moi pas de roleplayer la scène, par exemple. T'sais. Je pense qu'il y a une nuance importante, là, parce que des histoires de jeux de rôle, des histoires d'horreur de jeux de rôle, je pense qu'on en a tous entendu des très weird, là. Fait que je pense que ça, c'est important de mettre ces différentes limites, là. Puis si on. Tu sais, ça arrive que c'était pas prévu. C'est un élément qui est prévu dans la partie. On n'en a pas parlé parce qu'on ne penserait pas que ça allait arriver. Puis finalement, on a l'impression que ça se présente. Ben, je pense que l'idée, c'est soit d'en parler après la game ou, comme j'ai dit tantôt, de développer une relation avec le personnage, qu'il soit un personnage joueur ou non joueur, développer une relation avec avant que ce soit une relation amoureuse. Tu sais, c'est. La plupart du temps, dans la vraie vie aussi, on essaye que ça soit ça, là. Fait que rendu là, ben, en développant la relation, ben, tu sais, tu as le temps de parler aux joueurs à l'extérieur, de dire « Hey, ça te dérangerait-tu? » ou « Serais-tu à l'aise à ce qu'on essaye de voir si ça peut aller plus loin de nos personnages? » ou, tu sais, je pense que c'est ça, parler, là, tu sais, y aller par étapes, pas brusquer les affaires, puis ça se peut aussi qu'une fois rendu dans le jeu, c'est moins naturel que prévu, comme dans la vraie vie. Fait que je pense que les joueurs ont 100% le droit aussi de changer d'avis à tout moment, puis dire le personnage, finalement, ça ne tente plus. Fait comme non, next, je te ghost, là, ça m'intéresse pas. Fait que c'est correct aussi de comprendre les signes, puis de pas insister. Fait que, on est là pour avoir du fun en premier lieu. C'est comme, oui, c'est le fun, le développement de personnages, puis on a du plaisir là-dedans, mais quand on le fait au dépens des autres personnages, c'est pas mieux. Fait que, ouais, je pense que c'est ça aussi. Puis le principe, Marika, tu l'as dit, mais je pense que développer une relation amoureuse, c'est beaucoup plus intime que juste dire que mon personnage couche avec quelqu'un d'autre. Tu sais, ça, c'est. Il a fait ça, ben oui, il s'est réveillé le lendemain matin, il a pris son linge, il est parti. Tu sais, il n'y a pas grande implication là-dedans, alors que développer une relation amoureuse avec ses vulnérabilités, avec l'attachement, puis avec aussi, tu es au courant que là, tu viens de porter flanc, ton DM peut utiliser ça contre toi, en guillemets, en mettant l'autre personne en danger, peu importe. Je pense qu'on est beaucoup plus justement dans le développement de personnages qui peut être extrêmement intéressant, mais qui nous enlève un peu de contrôle. Puis c'est ça aussi dans la vraie vie, là. C'est un pan de ta vie que tu dis, ben là, ce bout-là m'appartient plus. Puis je pense que c'est intéressant, c'est important,
mais il faut tout le temps parler, puis mettre nos limites pour que ça reste un jeu, puis ça reste le fun. Voilà. Mhm. En vrac, mes quelques conseils. Très dans la mécanique, utiliser justement les ellipses temporelles, les downtime, entre les séances de jeu, si c'est possible, avec vos joueurs, pour permettre justement à ces relations-là amoureuses, entre joueurs ou entre PNJ, de se développer, pour leur donner ce qu'ils Mhm. auraient nécessairement dans la vie, pour que tout ça puisse se développer avec cette intensité-là. Bien que, bon, il y a des feux passionnels qui s'embrasent en peu de temps. Ceci étant, aussi, ce que je trouve cool en tant que maître du jeu, animateur, c'est souvent d'essayer de donner cette notion-là à toute créature humanoïde qui est rencontrée par mes joueuses et joueurs autour de ma table. Dans le sens où il y a le cliché là, de genre vous tuez un garde puis vous le lootez pour essayer de trouver de l'or puis vous tombez sur une photo de lui puis de sa famille là, puis c'est comme tiens Mhm. toi bang c'est un piège t'es tombé dedans. Mais tu sais toutes les créatures ont ça là. Tu sais il y a quelque chose de très très instinctif parce que cette créature là voulait voler ton cheval parce qu'elle veut nourrir sa famille. Comment vos joueurs Mhm. réagissent à ça là? Bon, on n'est pas vraiment dans l'amour de la Saint-Valentin ici en s'imaginant un troll avec un cheval, mais parce qu'on parlait de mécanique, je trouvais ça intéressant. Puis si c'est de jouer justement sur cette fibre-là très amoureuse, humaine, homo sapiens et elfique, peu importe de ce monde, euh, je- une chose que je trouve qui est très facilitante, c'est de jouer un petit peu sur la caricature. Pour que les in soient évidents, parce que tout le non-verbal n'existe Mhm. pas. Donc, en tant qu'MJ, on a la responsabilité, ou en tant que joueur, de le signaler un peu méta, de comme, hey, DM, genre, je vais essayer de le cruiser, là, le barman. Mhm. Puis après ça, on peut le roleplay. Voilà. Exact. J'étais dans le pratico-pratique. Tout à fait. Ben, c'est sûr, ben, je répéterai pas ce qui a été dit, là. Évidemment, consentement, formulaire de sécurité émotionnelle, il y en existe plein en plus qu'on peut remplir rapidement puis qui vont occasionner des super bonnes discussions entre le maître de jeu et les joueurs, joueuses. Vous pouvez les trouver sur Internet. Il y en a vraiment plein de modèles que vous pouvez adapter à votre jeu. Mais bien entendu aussi, l'ouverture d'esprit et l'inclusion. Ça serait bien que tous les couples ne soient pas hétérosexuels blancs dans vos parties de jeu de rôle, quand même. Vive la diversité. J'ai récemment dit à une de mes joueuses en présentiel qu'elle pouvait considérer que tous mes NPC avaient une orientation sexuelle ouverte à tous. Donc, elle disait, ben là, je vais pas la creuser, je sais pas si elle est lesbienne. J'étais comme, elle est lesbienne, tu veux qu'elle soit lesbienne? Comme, on va créer du jeu ensemble. Je veux dire, si on joue dans un monde où les sangs de dragons et les gobelins sont choses du quotidien, je pense qu'on peut se permettre d'élargir nos horizons par rapport à nos orientations sexuelles et à tout ce qui porte sur justement la diversité de genre et compagnie. Je veux dire, à un moment donné, il faut choisir ses combats, puis je pense que ça permet justement, tu sais, elle se sentait justement, elle n'était pas sûre. Tu sais, elle me disait, vu que mon personnage est lesbienne, je sens que je peux pas, je sais pas si je peux. Puis j'étais comme, mais oui, tu peux, c'est un jeu de rôle, tu peux faire tout ce que tu veux, puis ça s'applique autant aux relations amoureuses, aux flirts, puis aux relations sexuelles, tu sais. Mais il a quand même fallu qu'en tant que DM, je lui dise, évidemment, c'est mon amie très, très proche, donc elle m'a posé la question, mais même si on était amis, elle avait quand même encore ces peurs-là de montrer finalement qu'elle aurait voulu, mais qu'elle n'était pas sûre à l'égard d'un personnage fictif. Donc, on Mhm. voit que quand même, il y a encore certaines barrières, là. Donc, n'hésitez pas à faire en sorte qu'il y ait tout plein de couples ou même de polyamour dans vos aventures, là, parce que ça existe dans la vraie vie. Donc, on peut se permettre à ce que ça existe dans un monde inventé, tout le monde. Donc, Puis, voilà. ça pourrait être éventuellement un autre sujet de discuter entre les deux, mais il y a quand même beaucoup d'études et d'ouvrages, ou de moins de plus en plus, qui sortent justement sur comment le jeu de rôle est dans le fond, un outil, mais en fait est une grande aide pour les jeunes de la communauté LGBTQI, IA+. Il m'en manque Mhm, un. IIA+, je pense. Euh, Comme quoi, ben, jouer un rôle justement de dire, OK, ben là, j'ose pas dans la vraie vie, je suis pas à l'aise, mais je vais jouer un rôle qui est lesbienne ou une personne qui est mhm, gay, puis OK, tu sais, là, je me sens épanouie, tu sais, ou une personne non-binaire ou une personne mhm. trans. C'est aussi des choses, des fois, qu'on n'est pas à l'aise d'explorer dans notre vie à nous, qui nous permettent de l'explorer dans le jeu de rôle, puis que c'est donc ben un outil merveilleux. Fait que oui, dans la Mhm, vraie vie, ces choses-là existent, mais c'est possible aussi de les expérimenter par le jeu de rôle. Puis c'est mhm. comme une bouée de sauvetage pour tellement de jeunes
qu'on n'en parle pas assez, là. Mhm. Puis il y a des jeux qui se spécialisent là-dedans, Mhm. là, carrément. Là. Donc, n'hésitez pas, continuez à nous envoyer tous ces jeux-là, puis à apprendre justement, finalement, c'est un outil carrément. Là, tu sais, ça permet de se découvrir, là, de voir si on peut être ça dans la vraie vie en faisant semblant de l'être pendant quelques heures avec des gens, évidemment, qui vont nous permettre de le jouer sans jugement, justement. Donc, offrir un univers dans lequel ces gens-là peuvent le faire de façon sécuritaire et prudente. Oui. Et parlant de prudence, nous en sommes maintenant à la question poison. Mais elle est pas trop empoisonnée. Comme je le disais, elle est plutôt douce. C'est juste que ça va être comme une mise en situation. Fait que ça va vous demander de réfléchir un peu à brûle-pourpoint. Et OK. pour ma question poison, je vais en profiter pour parler d'un lien que notre PP national nous a envoyé. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais tout de même, il a contribué en nous envoyant un lien qui, en fait, porte sur Drive-Thru RPG, donc sur lequel vous pouvez acheter des jeux de rôle. Il nous a envoyé un lien avec, finalement, une offre que fait le site là, des jeux de rôle qui portent justement sur la romance et qui sont en spécial pour un certain temps, un 40% de rabais. Donc, ce que je vous demande comme question poisson, si par exemple, vous vous retrouviez dans un jeu comme Visigoth versus Small Guts ou Prism ou You and I Role Playing Game for Two, qui sont des exemples qu'on peut retrouver sur Drive-Thru RPG. Si vous vous retrouviez Wow. demain dans ces jeux de rôle-là, quel personnage vous aimeriez incarner? Ne serait-ce que là, j'ai nommé ça pour faire la publicité pour Drive-Thru RPG puis donner ses lettres de noblesse à Pépé. On va mettre le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais si on vous disait demain, on fait une campagne, puis on veut vraiment qu'il y ait de la romance dans la campagne, on veut que vous créez un personnage qui tend vers ça. Ce serait quel genre de personnage que vous créez pour jouer Est-ce que de c'est romance? comme on dit le genre, parce que mes personnages changeraient selon le jeu aussi, on s'entend, là. Tu peux nommer un jeu si tu veux. Ouais. Je pense que, comment ça s'appelle? Ils l'ont joué à Draconis, juste Society dans la tête, mais il me manque un mot. C'est une espèce, c'est tout droit sorti des films de Jane Austen. Donc, l'espèce Ah, de c'est Good Society, Oh, non? Good Society, ouais. Où Ouais. là, je vois un personnage qui est un peu justement à la orgueil et préjugés, Mhm. OK. ou raison et sentiment, là, je pense que ça serait, j'aimerais vraiment beaucoup ça, tu sais. C'est le genre de, puis c'est Jane Austen, là, de femme Mhm. forte, mais puis en même temps avec des, tu te comprends pas, mais tu te comprends, puis c'est ça. Je trouve qu'il y a plein de jeux le fun à jouer là-dedans, des malaises que Ouais. j'adore, des malentendus, puis c'est ça. C'est une époque aussi que j'aime beaucoup, là. Fait que, ouais, je pense que Mhm. j'irais créer un personnage un peu à l'héroïne, à la Jane Austen, un peu. Sous question avant que Félix réponde. Est-ce que tu as déjà joué à Good Society? Non, mais j'aimerais beaucoup. OK. Mm. Oui, moi aussi, ça fait déjà un petit moment que j'y pense, donc Ouais. tu vois. Wink wink, les c'est- DM, on veut jouer. Invitez-nous, invitez-nous. Ma réponse à moi, je pense que j'utiliserais n'importe quel jeu très épique, là. Donc, que ce soit du médiéval fantasy ou quelque chose de épopée dans l'espace, Mouse Ritter, n'importe quoi. Moi, la relation amoureuse qui m'intéresse à développer pour un prochain personnage, c'est quelqu'un qui fait les poches des bandits qu'il abat parce qu'il doit nourrir une famille. Étant récemment papa, j'ai envie d'explorer dans le jeu de rôle quelqu'un qui provient d'une famille stable. Là, c'est drôle parce que je ramasse de l'argent puis j'apposte là, pour pouvoir l'envoyer. Il y a Sam Riegel qui avait fait ça dans Critical Role aussi. Il envoyait ça à sa famille et tout. Puis je trouverais ça tellement drôle et tellement nice de jouer ça parce que tous les personnages que je rencontre n'ont pas de famille ou ont quitté suite à des événements tragiques et tout, mais comme juste de savoir que comme t'es à l'aventure, puis si toi tu trouves un mage qui est capable de faire sending, tu veux envoyer un message à ta famille, là. Comme hey, salut, Ouais. c'est papa, ça va bien? On a tué un ogre. Mais pour ça, et aussi pour jouer ça, ce puissant sentiment de survie, Mhm. mon personnage n'est pas jetable. Mhm. Il a une famille. Il y a ça qui anime Alphonse IV aussi, Mhm. dans Bélien.
Il peut pas mourir. Je Il y a peux quelqu'un pas qui dépend de mourir. lui. Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, tu te ramasses dans une. Maintenant, j'ai. Il n'y avait pas de T dans mon. J'ai juste mis un Y. Mignon. Mettons que Kat s'en va dans une grotte, puis que justement, il y a un ogre, puis on est les trois à jouer, là. Puis c'est le seul qui est en vie, debout derrière avec son arc, là. Puis que vous êtes dans une fâcheuse position, il se pourrait qu'en pleurant pendant des kilomètres, des nuits après des nuits, puis que ça en va toute sa vie, il rebrousse chemin, tu sais. Abandonner un combat dans ces jeux-là, épiques, c'est super rare, puis j'aimerais ça exploiter cette notion-là de comme, non, tu veux t'en sortir, là. La survie, c'est important parce que t'aimes. Ouais. Et le monstre aussi. M'amener le loup, ça se peut qu'il abandonne, là. Il est comme, hey, moi, j'ai des kids, 6 louveteaux, bro. Tout J'ai à fait. envie de jouer ça, là. Ouais. J'ai envie d'impliquer ça. Comme mes torches, là, je suis parti là-dessus, là. Je veux que mes personnages aiment. Tu sais, j'aime ça catégories parce que t'es confondues. comme. Tu sais, on dit souvent, on a tout un peu un pli de personnages qu'on finit par. Tu sais, un peu zone de confort, tu sais. Puis j'ai déjà joué avec Félix à l'extérieur, puis j'ai l'impression que ça a souvent été. Moi, je l'appelle le barde, là, même si c'est pas un barde tout le temps. C'est le barde qui a des daddy issues, son personnage, tu sais. Tu sais, dans Forêt des possibles, ça va pas bien dans sa famille. Crépuscule, qu'on a joué avec Philippe Taillon, ça allait pas bien dans sa famille. Non. Alphonse 4. Ça va pas bien dans sa famille. Ouais. Mais là, il veut jouer un père de famille dans une famille stable qui va bien. Là. Oui, On tout est à dans fait. un autre rayon. Oui, exact. C'est les plus récentes On te le souhaite. expériences que voulez-vous. Ouais. Oui. Merci d'avoir. Ah oui, vas-y, Kim. Ben, j'allais juste demander, je sais que tu réponds pas à la question poison, mais t'aurais-tu le goût de répondre à celle-là? Non. Ah. On ne brise pas les traditions, même lorsque c'est la Saint-Valentin. Donc, voilà. Qui sait, peut-être qu'éventuellement, j'en mettrai un en scène. Il suffit que des maîtres de jeu m'offrent la possibilité de jouer ça. Quand même, ah non, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai-tu le droit de le dire? Je suis pas sûre que le public est rendu là dans Obélien. Non, ok, je ne le dirai pas. Allez écouter Obélien. Peut-être que j'ai Alphonse, spoilé avec il fait des Alphonse, déclarations. Allez écouter. Donc, voilà, on va laisser ça en suspens là, parce que c'est si bon. Et vous qui êtes à la maison et qui nous écoutez peut-être à la Saint-Valentin ou bien durant le mois de février ou bien durant un autre mois, tout le monde a le droit à l'amour, peu importe le moment de l'année, nous vous invitons encore plus aujourd'hui que jamais à mettre un j'aime sur la vidéo puisque c'est l'amour. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. La petite cloche, nous allons revenir le mois prochain pour discuter entre les dés, mais entre-temps, plein d'autres contenus. Et aussi, si vous avez un petit peu d'amour qui pèse lourd dans vos poches, suivez-nous sur Patreon. Vous allez avoir les exclusivités et aussi des vidéos en avance. Donc, sur ce, je dis merci à Kim, merci à Félix-Antoine. Je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Tout mon cœur. Et on vous aime aussi, les gens qui nous écoutaient à la maison. Joyeux Saint-Valentin. Ben oui, much et on love. vous souhaite tout l'amour du monde. Bye bye. Bye tout le monde.